Bienvenue à tous pour ce deuxième lunch briefing, le débat de midi du semestre de printemps. Mon nom est Jacqueline Côté, je suis la directrice des relations publiques ici à l'Institut. Alors, le mouvement des Gilets jaunes continue d'occuper l'actualité. Et à Genève, on a eu un coup de compresse la semaine dernière quand ils sont descendus au Palais des Nations. Est-ce que c'est un mouvement anti-mondialisation? De quoi parle-t-on? La semaine dernière, on a eu un débat avec le professeur Richard Baldwin qui a parlé de son livre « Faire la relation entre la globalisation, le futur du travail, la robotique ». Et on s'est posé la question, dans ce contexte, comment se positionnait ce mouvement. Mais il n'y a pas de conclusion très nette à ce stade. Donc, nous avons décidé d'inviter deux personnalités pour en débattre aujourd'hui. Tout d'abord, le journaliste Richard Verly, qui est le correspondant du Temps à Paris. Richard couvre la scène internationale depuis belle lurette. Il était correspondant du Temps à Tokyo, à Bruxelles et à Bangkok. C'est dire qu'il a des points de comparaison. Et il a surtout une vision du terrain. Et je sais qu'il s'est beaucoup promené en France à la rencontre des Gilets jaunes. D'un point de vue de la sociologie, la politique, l'histoire, nous avons un autre expert, c'est le professeur Jean-François Bayard, qui est professeur chez nous d'anthropologie et sociologie et qui est le titulaire de la chaire Ultramar en religion et politique dans le monde contemporain. Jean-François est un passionné de la scène française où il passe un certain nombre de jours par semaine. Et ces deux messieurs se connaissent bien et ont débattu plusieurs fois ensemble, dont l'année dernière, lors des présidentielles françaises. Donc, je ne sais pas qui va poser des questions à qui, mais enfin, ils se sont bien coordonnés pour discuter avec vous de ce sujet, de l'historique et du futur. Et après une petite demi-heure, messieurs, on ouvrira les questions-réponses à la salle. Voilà. Si vous voulez bien vous monter sur scène. Merci beaucoup. Attendez quand même d'entendre ce que nous allons dire avant d'applaudir, parce que bien que nous ayons nos gilets jaunes, vous ne serez peut-être pas entièrement d'accord avec nos analyses. En effet, Richard et moi-même avions déjà eu un débat l'année dernière entre les deux tours des élections présidentielles françaises. Jacqueline m'a recommandé de regarder à nouveau ce débat. C'est une excellente idée parce que je pense que nous pourrions le projeter. Richard et moi, on irait boire un pot au restaurant de la Paix et puis on reviendrait pour prendre vos questions parce que l'ayant donc à nouveau visionné ce matin, en toute modestie, Richard, nous avions été excellents. Je pense que peut-être M. Macron aurait-il dû regarder ce débat pour éviter un certain nombre d'erreurs qui l'ont mise dans la situation dans laquelle il est. Je reprendrai juste deux citations. Richard parlait de l'angoisse territoriale extrême qui agitait la France. C'était pas mal vu. Et pour ma part, je disais, M. Macron n'aura pas de base politique pour réaliser son programme. Et j'insistais sur l'inexpérience et de l'homme et de son équipe. Je pense que ce n'était pas non plus entièrement faux. Voilà, donc nous sommes un couple de vieux couples. Richard, puisque Jacqueline disait que nous sommes, que j'enseigne dans le département d'anthropologie et de sociologie. Donc l'anthropologue, c'est Richard, puisque Richard, comme correspondant du Temps, tout comme l'année dernière pendant la campagne présidentielle, a fait énormément de terrain, comme l'on dit dans la corporation des anthropologues, et mon positionnement sera plutôt celui de la sociologie historique et politique. Pardonnez-moi, je sors d'une grippe, donc je suis un petit peu confus, et j'espère surtout que je ne vais pas tousser pendant mon intervention. Donc mon point de vue sera plutôt celui de la sociologie historique du politique. Je propose que Richard commence, puisque tu as une moisson d'observations, d'analyses extrêmement riche, et j'essaierai de réagir par rapport à ton propos.
Merci beaucoup Jean-François, merci à Jacqueline pour cette présentation très gentille et merci à l'Institut de nous recevoir à nouveau. Moi je reviens toujours ici et vous l'imaginez à Genève et en particulier dans ces locaux avec beaucoup d'émotion parce que tout en étant correspondant à Paris depuis maintenant 5 ans et essayant d'arpenter la France le plus possible, une partie de mes attaches sont quand même ici à Genève et dans cette maison que j'ai beaucoup fréquentée. Donc encore une fois vraiment merci et bravo pour tout ce que vous faites parce que je vois passer la liste de tous les lunch talks que vous avez. Parler de la France, alors vous vous en doutez, parler de la France en convulsion en plus, c'est toujours compliqué quand on le fait depuis Genève, pour une raison que je cite souvent, mais qui est une évidence, c'est-à-dire que c'est à la fois peut-être le lieu de Suisse où on le connaît le mieux, la France, d'où on a peut-être le meilleur poste d'observation de la France par la simple loi de la proximité, mais où également on est souvent très sévère sur la France, quand on regarde les choses depuis Genève. Et donc, il faut toujours avoir en tête, et je l'ai moi-même au moment d'écrire mes articles, cette distance qui est au fond une distance intellectuelle bien plus grande que la distance géographique, parce que la distance géographique, elle n'existe quasiment pas. La France entoure Genève, on le sait, et si Talleyrand au Congrès de Vienne n'avait pas finalement accepté de donner à la Suisse le couloir de Versoix, Genève aurait eu sans doute un autre destin et la Confédération aussi. Mais c'est très important, je crois, d'essayer de faire comprendre ce qui se passe en France et en particulier les Gilets jaunes. Alors pour avoir une introduction un peu rapide, pardonnez-moi, ce sera en 3 parties, c'est ce qu'on reproche souvent aux Français, mais j'ai retenu 3 lettres et c'est 3 fois la même lettre, c'est la lettre C. La lettre C parce que je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, on ne peut le comprendre qu'à travers 3 prismes qui sont, le prisme de la colère ou des colères, comme le disait tout à l'heure Jean-François avec qui je discutais. Je crois que la France est un pays en colère et qu'on ne peut pas dissocier le mouvement des Gilets jaunes de cette colère ou de ces colères françaises au pluriel. La deuxième chose, c'est que incontestablement, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de contestation, c'est un mouvement de défiance, de contestation, d'un modèle qui ne convient plus. Je ne suis pour ma part, et je l'expliquerai, pas persuadé que ce soit une contestation du modèle libéral mondialisé en tant que tel. Je pense que c'est autant une contestation de ce modèle libéral, international, libre-échangiste, qu'une contestation des dysfonctionnements maintenant devenus extrêmement perturbants et problématiques du modèle français, qui ne fonctionne plus et dont beaucoup de gens pensent qu'il ne fonctionne plus. Et enfin, troisième C de cette liste, c'est le C de contradiction. Et là, c'est mon regard de journaliste et de journaliste suisse. Vous savez, il y a cette fameuse expression que tout le monde connaît, les Français veulent toujours le beurre et l'argent du beurre, et je continue pas la suite de la phrase. Ça me paraît être quand même très vrai à travers ce mouvement. Il y a des contradictions permanentes, il y a quand même cette envie de tout avoir, d'avoir l'égalité et la fraternité, d'avoir la liberté et l'égalité. Or, je dirais, notre réalisme helvétique peut-être nous démontre que quelquefois on ne peut pas tout avoir et qu'il faut s'habituer à ne pas tout avoir. Je pense que la beauté de la France, peut-être sa grandeur, c'est de ne pas encore avoir compris que finalement on ne peut pas tout avoir. Et donc, je crois que c'était ce slogan de mai 68 qui disait « Impossible est interdire » ou c'était quoi exactement ? Oui, j'appartenais par ailleurs à un mouvement qui s'appelait « Nous voulons tout de suite ». Voilà, alors nous voulons tout de suite. Eh bien, voilà, vous avez donc le précurseur des Gilets jaunes est à nos côtés aujourd'hui. Alors le premier C, c'est le C des colères. Et là, je me souviens de ce qu'on avait dit ici même il y a un peu plus d'1 an à propos de ces colères. Je crois qu'il y a 2 éléments à retenir. D'une part, la France et les Français, une bonne partie des Français, bien évidemment, il ne faut pas généraliser, mais une bonne partie des Français, surtout les Français qui sont éloignés du cœur des métropoles, ces Français sont en colère parce qu'ils ont le sentiment qu'on vit on vit moins bien, je ne dirais pas de plus en plus mal, ce serait exagéré, mais on vit moins bien en France aujourd'hui qu'hier. Et ça, c'est un tempérament français qu'il faut prendre en compte. Les Français estiment que le bien vivre est une valeur importante. Et quand j'utilise le mot bien vivre, c'est pas seulement dans le sens du plaisir, c'est dans le sens d'une certaine harmonie sociale, c'est dans le sens d'une collectivité qui fonctionne. Et beaucoup de Français ont le sentiment que ce bien vivre qui faisait le sel de la France est aujourd'hui détruit par une conjonction de facteurs. Et ça alimente la colère. Bien évidemment, j'y reviens pas parce que vous le lisez tous dans mes articles et dans beaucoup d'autres articles. C'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème de la pression fiscale,
fiscale, c'est le problème de la désertification des villes moyennes, c'est le problème de cette France dite périphérique qui n'est pas celle des métropoles. Avant, on avait le problème des banlieues qui en ce moment sont très calmes, mais ne l'oublions pas quand même, parce qu'il y a aussi toujours beaucoup de colère en banlieue. Donc voilà le constat de ce pays qui finalement nourrit les colères sociales, et des colères sociales qui n'ont pas trouvé ni d'exutoire ni de solution pour la plupart d'entre elles, puisque les banlieues, vous l'avez compris, la révolte des banlieues c'était en 2005, ça fait maintenant 14 ans et la situation n'est pas meilleure aujourd'hui dans les banlieues, et Emmanuel Macron, qui avait commandé un rapport à Jean-Louis Borloo, s'est empressé de l'enterrer parce que le rapport dit que le problème n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Mais il y a un facteur spécifique et qui, à mon avis, explique largement les gilets jaunes et la colère des gilets jaunes, c'est l'équation Emmanuel Macron. Et moi, je l'ai souvent répété, Emmanuel Macron a une caractéristique sur laquelle on reviendra, et je sais que Jean-François lui-même en avait aussi parlé l'an dernier, il a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Emmanuel Macron a un problème, c'est qu'il ne sait pas, il ne parvient pas, et à mon avis, il ne peut pas apaiser les colères françaises. Emmanuel Macron est peut-être par tempérament, par itinéraire, on pourra en discuter tout à l'heure, il est au contraire un accélérateur et un amplificateur de colère. Et donc, dans un pays, vous avez là une contradiction dans les termes importante, dans un pays qui est naturellement colérique, je crois qu'on peut se le dire vu de Genève, les Français ont une tendance permanente à être en colère, et bien dans un pays colérique par tempérament, colérique par circonstance et colérique à cause de son président, ça fait beaucoup. Vous avez une conjonction de ces colères, et je pense que le grand problème politique pour Emmanuel Macron, pour son mouvement et au-delà pour son quinquennat, c'est va-t-il réussir, c'est au fond l'idée du grand débat, hein, c'est bien ça, va-t-il réussir à calmer ces colères françaises? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que Emmanuel Macron, et je pourrais même dire le couple Macron, et au-delà du couple Macron, la Macronie dans son ensemble, est un amplificateur de colère, simplement parce que les gens, pour des raisons dont on peut discuter, il y a à boire et à manger, comme on dit dans toutes ces raisons, les gens ne se sentent pas représentés, pas écoutés, pas entendus par les gens, par l'élite, entre guillemets, qui gouverne la France aujourd'hui et qui y est arrivée, il faut quand même le rappeler, par des moyens tout à fait démocratiques, légitimes, élus normalement et plutôt bien élus. On y reviendra. Donc, premier élément, c'est cet élément de colère et qui est peut-être pas à son paroxysme, mais que quand même, on est dans le haut du curseur, on est dans la zone rouge, vous savez, du compteur automobile, là, quand ça commence à faire un peu trop de tours. La deuxième chose, c'est l'élément de contestation. C'est le deuxième C que je voudrais retenir, parce qu'il y a une vraie contestation à travers ce mouvement qui a évolué. Le mouvement, ça ne vous a pas échappé, a évolué depuis le 17 novembre, et là j'en dirai quelques mots tout à l'heure aussi. C'est une contestation, à mon avis, double. C'est une contestation profonde d'une insatisfaction liée ou engendrée par une insatisfaction de toute une partie du pays, qu'on peut appeler la France périphérique, pour faire bref, devant un modèle économique qui ne conduit qu'à la destruction de son tissu de proximité. C'est-à-dire, qu'est-ce que voient les gens de toutes ces régions françaises qui sont éloignées des métropoles? C'est les usines qui ferment, c'est les commerces qui ferment, c'est les administrations aussi qui ferment, puisque c'est les maternités qui ferment, c'est en gros, les seules choses qui ne ferment pas, et elles sont dans un piteux état, c'est les maisons de retraite. Donc voilà, c'est une France qui voit que ce modèle économique prétendument défendu par ailleurs par l'Europe, par l'Union européenne, prétendument de concurrence au service de l'usager, au service d'une meilleure compétition, d'une meilleure productivité, eh bien quand ces Français se retournent, ils s'aperçoivent qu'ils doivent utiliser leur voiture de plus en plus pour aller au travail, quelquefois 40 km aller-retour, même des fois plus, 50 et quelques. Ils s'aperçoivent que c'est de plus en plus difficile de trouver une école pour leurs enfants, et je pourrais prolonger la liste. Ça, c'est la contestation d'un modèle économique qui, à leurs yeux, ne les satisfait plus, parce qu'il ne correspond plus à ce qu'ils attendent. Et même les paysans, et vous savez, il y a le salon de l'agriculture en ce moment à Paris, même les paysans qui très longtemps finalement se sont quand même, avec une ambiguïté très française, les paysans descendaient régulièrement dans la rue, ils cassaient les préfectures, mais ils se contentaient, ils étaient quand même bien contents d'avoir les subventions de Bruxelles. Eh bien, même les paysans aujourd'hui, ce modèle ne leur convient plus. Vous savez que les taux de suicide chez les paysans français sont absolument effarants, parce que les paysans eux-mêmes ont déraillé,
si vous voulez. Et là, je crois qu'il y a une interrogation existentielle sur l'adéquation entre la France, entre ce qu'elle est en termes de territoire et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la mondialisation libérale. Et en le disant, je caricature volontairement. Mais il y a une autre contestation. Et celle-là, il ne faut pas la nier, et je pense que toute une partie de la gauche française ne veut pas la voir. Et à mon avis, c'est un grand tort, c'est qu'il y a la contestation d'un modèle français qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire le modèle français était traditionnellement le modèle de la redistribution. Je prends beaucoup sous forme fiscale, donc je ponctionne beaucoup et je distribue beaucoup. Et on avait l'habitude de dire, nous les journalistes, mais je pense que les universitaires, c'était pareil, et les politiques aussi, que ce modèle français était l'amortisseur, finalement. Il amortissait les chocs. On l'a même dit au moment de la crise financière, que si la France avait peut-être moins souffert que d'autres pays d'Europe, c'était parce qu'elle avait cet amortisseur social. Sauf que ce que vous disent les gilets jaunes que vous rencontrez, c'est que eh bien, l'argent de l'État, il ne voit pas revenir. Il le voit partir sous forme d'impôts, sous forme de taxes, mais il ne le voit pas revenir. Il ne le voit ni revenir sous forme de services publics, ni revenir sous forme de, je dirais, vitalité économique de leur région ou de leur territoire. Les maires se plaignent, les présidents de conseils départementaux se plaignent. Où est passé l'argent ? Et je crois qu'il y a une grande interrogation aujourd'hui en France qui nourrit l'anxiété. Où est passé l'argent ? Avec quand même, disons-le, ce présupposé que les gens ont en tête, finalement, on nous prend l'argent à nous, la France périphérique, pour le remettre dans les banlieues où ça ne sert à rien. C'est quand même un peu ça. C'est cette idée que les banlieues sont un énorme aspirateur à subventions en tout genre. Sous-entendu, qui dit banlieue, on peut le dire, c'est évidemment population immigrée, etc. Donc voilà, cet argent part là, et en plus, même là-bas, il n'a aucune efficacité. Donc, il y a une vraie contestation du modèle français et donc de l'État, de la structure étatique française qui ne fonctionne plus. Et moi, je l'ai souvent dit à des gilets jaunes que j'ai rencontrés, quand on discute, l'avantage de dire je suis journaliste suisse, c'est que la discussion d'un seul coup s'apaise, elle est moins colérique, parce qu'en plus on peut parler du référendum, etc., on y reviendra. Les gens vous disent, mais au fond, nous, deux choses qu'on dit souvent, on ne veut pas être assisté, on n'est pas des assistés. On ne veut pas être assisté. On veut gagner dignement, normalement, notre vie, etc. Et deuxième chose qu'ils disent, c'est que l'État, la puissance étatique est devenue déréglée. C'est-à-dire que l'État central, alors il est où ? Il est à Paris, il est dans les régions, mais en gros, l'État absorbe la totalité des ressources et ça pose la question, à mon avis, cruciale de la décentralisation, qui est le seul moyen, je pense, en France, de sortir de ce maelstrom. Là aussi, on pourra en reparler. Troisième C, je veux faire vite pour donner tout de suite la parole à Jean-François. Troisième C, c'est la contradiction. Et là, c'est encore une fois le regard distancié. Je pense que les Français, et ça sera toujours comme ça, donc il faut le prendre comme c'est, et il y a un bon côté à ça, c'est l'exigence. Ils veulent tout et son contraire. Voilà. Aujourd'hui, ils veulent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, en tout cas pour la partie gilet jaune de la population. C'est devenu une revendication extrêmement forte, extrêmement coagulante. Tout le monde vous en parle et tout le monde vous dit comment ça fonctionne en Suisse. Mais ils veulent aussi un président jupitérien. Ils veulent les deux. Ils veulent Louis XIV et le RIC. Donc, alors le problème, c'est que Louis XIV, une fois qu'il est élu, il n'a pas tellement envie du RIC pour donner la parole au peuple, parce qu'il estime qu'il est légitime. Eh bien, c'est quand même un peu ça, la France. C'est-à-dire que les Français sont très attachés au scrutin présidentiel, au suffrage universel. La preuve, c'est celui qui les mobilise le plus avec les élections municipales, si je ne me trompe pas. Ils sont très attachés à la figure du président. Vous vous souvenez, les Français n'étaient quand même pas content de Nicolas Sarkozy, dont on disait qu'il avait fait tomber la fonction présidentielle un peu dans l'ornière à cause de son tempérament. Ils n'étaient pas contents de François Hollande parce que physiquement, intellectuellement, il n'était pas à la hauteur du... Il avait eu en plus le malheur, François Hollande, de parler de président normal, alors que pour les Français, le président est par définition anormal. Donc, et maintenant, ils ont Jupiter, qui a été élu, on y reviendra dans des conditions dont on peut reparler, mais eh bien, ils n'en veulent pas complètement. Je ne vais pas faire de psychanalyse de comptoir, mais en gros, c'est on veut un roi et on veut pouvoir le décapiter. C'est quand même toujours ça. Et on est dans cette ambivalence permanente qui procède du cliché, évidemment, et comme tout cliché, il faut faire très attention de ne pas tomber dedans, il faut faire très attention de le nuancer, mais il a quand même, je crois, et là je vais passer tout de suite le micro à Jean-François, ce cliché a quand même une part de vérité, c'est qu'on ne sort pas de ce dilemme de français où on veut des institutions extrêmement verticales parce qu'on aime ça, on aime l'exercice vertical du pouvoir, on aime l'intelligence,
Emmanuel Macron, les gens considèrent qu'il est intelligent. D'ailleurs, là, avec le grand débat, il leur fait une démonstration de l'intelligence permanente pendant des heures. C'est un peu le marathon de l'intelligence en ce moment. On ne sait pas comment ça va finir. Donc les Français aiment ça, mais en même temps, pour employer une expression très macronienne, eh bien, ils n'aiment pas ça, ou ils ne veulent pas que ça, et ils n'aiment en tout cas pas, ça je crois que c'est clair, un pouvoir et un président qui, en plus d'être intelligent et en plus d'être premier de la classe, leur fait la leçon en permanence, alors qu'ils estiment que eux, sur le terrain, ils connaissent les solutions et ils savent ce qui pourrait être fait pour changer les choses. Et là-dessus, à mon avis, ils n'ont pas complètement tort. Tu peux le garder comme ça, tu pourras m'interrompre. Alors pour ma part, j'ai 4 points. Merci Richard de ton analyse avec laquelle je suis très très largement d'accord. J'ai 4 points et comme je suis moins ordonné que toi, je n'ai pas réussi à leur trouver une seule lettre pour les unifier. Le premier point, et je te rejoins entièrement, c'est la profondeur, mais également l'ancienneté de ces colères au pluriel, dont les gilets jaunes sont l'expression, le symbole, la manifestation, l'avatar, mais qui est beaucoup plus générale et dont nous n'avons pas forcément vu toutes les manifestations au jour où nous parlons. Pour ma part, je passe depuis 1982, même peut-être un petit peu au-delà, 3 mois par an dans un département qui est un département que beaucoup d'entre vous connaissez pour aller y faire du kayak, qui est l'Ardèche, l'Ardèche méridionale, qui est un département à la fois très ouvert sur le tourisme international, sur le monde urbain, du fait de ce tourisme de masse, mais également très défavorisé, et qui à bien des égards fait partie de ce désert français qui s'est concrétisé en quelque sorte avec la Première Guerre mondiale, la désindustrialisation, etc. Donc, c'est un département assez ordinaire et plutôt pauvre. Et depuis des années, sans naturellement, pas plus qu'un autre, avoir pu imaginer ni le timing, ni la forme que prendrait cette colère, j'ai pu mesurer sa montée inexorable à l'encontre d'abord, et je suis assez bien placé pour le savoir, à l'encontre des Parisiens. Il faut savoir que dans tout village français, il y a un ennemi naturel qui est le Parisien. Après, il y a le Lyonnais. Même quand le Lyonnais est, par exemple, originaire du village, simplement, il est allé travailler à Lyon. Bon. Donc, il y a toujours ce côté guerre des boutons qui est très, très fort. Mais le Parisien est la quintessence de cette colère, mais également de l'objet de cette colère, mais également de l'ambivalence qu'elle peut susciter. Et ça, c'est un phénomène très ancien, très fort, que les Gilets jaunes expriment, véhiculent à leur façon. Mais, je le répète, très antérieur à l'émergence de ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a la colère d'une vie qui est de plus en plus difficile, avec de grands scandales de la libéralisation de l'économie française. Par exemple, le RSI, le régime social des indépendants, c'est-à-dire des petits commerçants, qui avait mis en place, alors je ne sais plus si c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy ou sous celui de François Hollande, mais de toute manière, c'est Bercy, le ministère des Finances, qui l'a mis en place et qui a été un désastre absolu en termes de gestion, comme la République française s'est désorganisée, par exemple le logiciel Vauban qui a empêché l'armée française d'être payée normalement parce qu'il y avait un énorme bug informatique. Et j'ai personnellement vu mon épicière en sanglots parce qu'elle se faisait prélever mois après mois des sommes complètement indues et sans aucune interface humaine, avec des réponses téléphoniques dans un contexte de mise en norme et de mise en numérisation de la bureaucratie absolument ingérable pour des gens qui tout simplement n'ont pas la formation pour ce faire. Donc ce sont des phénomènes comme ça extrêmement précis
très antérieure et qui relève presque de la politique bipartisane, puisque cette politique a été mise en œuvre alternativement, mais sans aucune alternance et sans aucune alternative politique, aussi bien par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche depuis grosso modo les années 1980. L'élément cristallisateur a naturellement été toute une série de mesures qui ont révélé, qui ont dramatisé ce mal-être. Mal-être également au travail, avec le sentiment que la dignité du travail, la dignité et ce que représentait humainement l'outil de travail était nié. Par exemple, des gens, je donne un exemple tout à l'heure, qui étaient des petits artisans ou des petits commerçants tout à fait respectables, qui avaient admirablement réussi leur vie professionnelle et qui, au moment de la retraite, ne trouvaient pas un repreneur, ne serait-ce que pour un franc, un euro symbolique de leur emploi, de leur instrument de travail, de leur magasin, ce qui voulait concrètement leur dire que leur vie ne valait pas un copec, qui ne valait rien. Donc un très très grand sentiment de souffrance au travail. Je le disais l'année dernière, le drame en France, c'est que le travail est toujours une tragédie, que l'on en est, parce qu'il n'est pas respecté, il n'a plus aucune dignité du fait du fonctionnement du néolibéralisme, ou que l'on n'en est pas dans le contexte d'une société de chômage de masse depuis une trentaine d'années. Un phénomène extrêmement important a été, vous le savez, bien que cela paraisse tout à fait anecdotique, l'imposition par le Premier ministre de la limitation de vitesse à 80 km/h, qui a été perçue comme du racket fiscal, comme une mesure arbitraire et qui, naturellement, venait sur des années, voire des décennies d'exaspération de conducteurs réfractaires et inciviques. Mais voilà un petit exemple qui a révélé, qui a précipité ce sentiment que la décentralisation octroyée par le souverain François Mitterrand dans les années 1980 a été progressivement évidée par les quinquennats successifs de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et ensuite d'Emmanuel Macron, où l'autonomie des finances locales a été supprimée. Donc cet aspect était très important. Et puis bien entendu, l'essoufflement, l'impossibilité financière pour les gens de surmonter l'augmentation du gasoil, l'augmentation du diesel, alors même que la transformation du tissu urbain rendait inévitable l'utilisation de la voiture. Donc ça a été un premier phénomène, une colère multiforme, incohérente, hétérogène, que je le dis sans aucun jugement de valeur. Premier fait massif. Deuxième fait qu'il faut bien comprendre, c'est que la mobilisation des Gilets jaunes est en elle-même un événement, c'est-à-dire qu'elle a une dynamique. Elle a son propre tempo. Et beaucoup de temps a été perdu pour savoir si, par nature, les Gilets jaunes étaient d'extrême droite, étaient d'extrême gauche, alors que le problème n'est plus du tout là, quel que soit le parcours des uns et des autres. Il faut comprendre ce qui s'est, Richard est beaucoup mieux placé que moi pour ce faire, il faut comprendre ce qui s'est produit en 3 mois de mobilisation en plein hiver, ce qui est énorme, sur ces ronds-points, où les gens ont pris la parole, et ça c'est le côté un peu mai 68 du mouvement des Gilets jaunes. Que se sont-ils dit pendant 3 mois? Je crois qu'il y a eu des reconfigurations, il y a eu des choses extrêmement importantes que nous ne comprenons pas parce que nous ne les connaissons pas encore exactement, quel que soit l'investissement d'un certain nombre de chercheurs. Et je vous recommande ce numéro de la revue AOC publié à la découverte, qui est très intéressant. Et il y a également un autre aspect de l'événement, c'est l'ampleur de la répression policière qui a certainement transformé la représentation de l'État de la part de catégories sociales qui
qui n'avait rien de naturellement contestataire ou anti-force de l'ordre, quelle que soit la réticence atavique des Français à l'encontre de la gendarmerie ou de la police. Bon, mais là, je crois que la violence, la brutalité de la répression est certainement un élément qui a transformé et qui a donné un contenu que nous ne connaissons pas encore à ce mouvement. Et nous devons garder en mémoire l'épisode affligeant qui a été complètement endossé politiquement par le gouvernement, de cette centaine de jeunes lycéens à Mantes-la-Jolie qui ont été gardés à genoux. C'est un élément absolument décisif dont plus personne ne parle, mais qui reviendra sur le devant de la scène sous une forme extrêmement violente, parce que la jeunesse de banlieue ne l'a pas oublié. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que, et évidemment c'est le sociologue historique du politique qui parle, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans la dimension de l'imaginaire. Emmanuel Macron, vous en souvenez, quand il a lancé sa campagne, a épousé cette figure du souverain, du roi, a estimé que les Français étaient orphelins de la monarchie, est allé faire ses dévotions à Jeanne d'Arc, à visiter le Puy du Fou, mais une figure imaginaire du politique, c'est réversible. Et ce répertoire monarchique lui est revenu au visage comme un boomerang, et c'est tout à fait fascinant du point de vue de la sociologie politique. Ce sont les images de Louis XVI, ce sont les images de Marie-Antoinette, avec une violence extraordinairement agressive et vulgaire à l'encontre de Brigitte Macron dans certains propos ou dans certaines représentations. Il y a une espèce de retour d'huile révolutionnaire des années 1780-1790, tout à fait étonnante. Bon, et cette polysémie de l'imaginaire politique est extrêmement intéressante. J'aimerais également insister sur ces transformations profondes dans l'imaginaire politique français de ce point de vue, avec des répertoires de longue durée. Et là, nous retrouvons la logique événementielle de la mobilisation des Gilets jaunes, qui a profondément et qui continue de profondément diviser la France, non pas simplement entre cette France dite périurbaine ou périphérique et Paris, mais au sein même des familles ou au sein même des villages. Et ça, c'est un point sur lequel nous ne travaillons pas suffisamment. Il demeurera, me semble-t-il, beaucoup de rancœur, beaucoup de violence rentrée au niveau local, et la mobilisation des Gilets jaunes aura des conséquences de long terme tout à fait comparables à celles, par exemple, du référendum constitutionnel européen de 2005. Et puis, pour finir, la problématique très sociologique est également du passage au politique. Nous avons un mouvement, et je le dis sans aucune connotation négative, nous avons un mouvement amorphe, acéphale, sans vecteur particulier. Le problème, c'est de transformer ce mouvement social qui n'a pas de tête en un mouvement politique ou en une série de solutions politiques que prétendent révéler, au sens chimique du terme, les différents épisodes du débat national. Et là, nous sommes dans une situation très compliquée, parce que cela n'a rien à voir, par exemple, avec le mouvement social de Solidarność en Pologne à la fin des années 1980, où vous aviez l'alliance entre un syndicat ouvrier, des intellectuels laïcs et l'Église catholique. Cela n'a rien à voir avec le printemps tunisien, où le soulèvement de la jeunesse tunisienne, notamment de l'arrière-pays défavorisé de Tunisie, a été mis en forme et été accompagné par notamment des syndicalistes de l'UGTT. Là, nous avons un mouvement social, mais qui est très éclaté, très atomisé et très individualisé d'une certaine manière. Et de ce point de vue, je crois que le mouvement des Gilets jaunes n'a rien à voir avec le mouvement 5 étoiles en Italie, qui en réalité est une marque.
c'est une marque déposée par un homme et maintenant une famille, les Casaleggio, et dont Beppe Grillo a été le faux-né. Mais le mouvement de 5 étoiles est une marque qui a organisé, pour des raisons sur lesquelles, enfin pour des motifs ou avec des objectifs sur lesquels nous pourrions nous interroger, un simulacre de démocratie participative. Et le mouvement des Gilets jaunes, quelles que soient les œillades que leur envoient les 5 étoiles, n'a rien à voir avec cette réalité sociologique. Ce qui ressemble, et là je vais vous surprendre pour finir, ce qui ressemble plus au mouvement 5 étoiles en France, c'est Macron. Macron, c'est une marque, d'une certaine manière. Reste à savoir qui est le détenteur de la marque, quel est le Casaleggio français. Et c'est un mouvement de délibération, de démocratie participative en trompe-l'œil, puisque dès la campagne électorale de 2017, et Richard a pu le voir très directement, tout se passait au dernier étage de la Macronie, entre les 5 ou 6 personnes qui sont actuellement en train de quitter l'Élysée. Je pense peut-être que le mieux, c'est qu'on passe directement aux questions. J'ajouterai quelques points à ce qu'a dit Jean-François. Voilà, je crois qu'il y a un micro, je ne le vois pas d'où je suis placé. Il est pile au milieu. Et donc, on prend vos premières questions avec plaisir. On en prend peut-être des salves de 3. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, par 3 questions et on répond dans la foulée. Allez-y. Là-bas, je vois une dame qui a levé... Je ne me trompe pas, c'est ça? Ah non, pardon, excusez-moi. Monsieur. Oui, je suis français et je ne me suis pas reconnu dans la description très générale de la France que M. Verly a donnée. Une bande d'enfants capricieux qui aimeraient tout et leur contraire. J'ai trouvé votre présentation très généralisante, très essentialiste et tout à fait déplacée. Les Gilets jaunes constitue un mouvement sociologiquement qui devrait être défini sociologiquement, mais qui est en même temps qui est défini territorialement. À propos des Gilets jaunes, parler des Français en général, de la France en général, me paraît totalement absurde. Les Gilets jaunes constituent une fraction de la France, tout à fait particulière et qui mérite un regard plus précis, compte tenu du fait que peut-être 80% des Français ne relèvent, même s'ils ont partiellement soutenu ou s'ils soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, ne relèvent pas de cette sociologie-là. Par conséquent, je trouve que en tant que Français, je vous entends définir la France d'une manière tout à fait condescendante, paternaliste et un peu attristée. Alors, on va prendre 2 autres questions. Je reviendrai bien sûr sur ce que vous dites. Merci beaucoup surtout. Là et là, voilà. Oui, bonjour. Darius Iprut, Genevois et retraité. Ce que je voulais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, puisqu'on a évoqué celle de mai 68, c'était qu'il y avait deux portions dans la phrase que vous avez évoquée. C'était « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Et par conséquent, je pense que ce que vous avez très bien, contrairement à monsieur, enfin très bien décrit à propos du mouvement des Gilets jaunes, c'était qu'on leur a bassiné, on bassine aux Français le fait qu'il faut s'arrêter au possible. Et le possible, et malheureusement, leur fait plus de dégâts que l'impossible qu'on leur promettait de manière réaliste à l'époque. Et j'ai vu avec intérêt une information, enfin une petite vidéo de Pierre Perret
je ne sais pas si vous l'avez vu, une magnifique vidéo sur sa propre carrière, le sens de ses chansons et la manière dont il apprécie et où il demande aux Gilets jaunes de continuer leur mouvement. Et la raison qu'il évoque, il dit en mai 68, il y a eu les accords de Grenelle, on a augmenté, presque doublé le SMIC, et il est persuadé que si on avait fait un effort similaire, disons, au début du Gilets jaunes, eh bien, le mouvement se serait apaisé tout de suite. Alors la question de l'impossible, c'est est-ce que c'est vraiment impossible, comme on le prétend, d'augmenter significativement les bas salaires en France? On viendra vers vous après. Peut-être quelques commentaires plutôt que véritablement des questions, mais assez rapides parce que je veux pas. Peut-être essayer d'être sur les questions quand même, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui voudraient poser des questions. Donc, si vous nous le permettez, à moins que... Je pense qu'il y a quand même... Je vois monsieur qui a une question, j'ai vu monsieur qui a une question aussi, et madame ici. Vous voyez le nombre de mains qui se lèvent. Est-ce qu'on peut éventuellement se dispenser des commentaires, quitte à venir nous les faire après, avec grand plaisir. Donc, je reprends mon tour pour plus tard. Alors, les questions. Donc, monsieur, là, vous êtes obligé de poser une question, en revanche. Oui, bonjour et merci pour vos présentations. Peut-être deux questions. La première, c'est qu'il y a un grand absent apparent, en tout cas dans ce mouvement, c'est l'Europe. Or, vous avez évoqué le fait qu'elle était peut-être à la causalité d'une partie de la dislocation, ou je vous laisse choisir les mots, ou de l'affaiblissement du modèle social. Et d'autre part, tout ce qui était mouvement radical, ou pour ne pas dire populiste, par commodité de langage, s'opposait à l'Europe précédemment, principalement le Front National et la France Insoumise. Or, dans ce débat, ça n'apparaît pas. Donc, dans la question de la transformation politique du mouvement, évoquée par Jean-François Bayard, est-ce que vous pensez que le souverainisme peut revenir comme incarnation, comme débouché politique? Ça, c'est la question 1. La deuxième, c'est sur l'imaginaire politique, ou enfin, ce que vous avez évoqué sous ce mot. Il y a une expression qui frappe, c'est l'expression cahier de doléances, qui est employée dans l'ensemble du grand débat. Et ce qui, moi, me stupéfie, c'est que tout le monde se l'approprie, aussi bien les gilets jaunes que les élus, que le pouvoir, à supposer que le pouvoir est une dimension monarchique. Donc, comment vous réagissez à l'irruption de ce mot qui est quand même chargé de sens historique? Merci. On s'arrête là, non? Tu veux encore? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pouvez-vous parler un peu plus de la contradiction entre les gilets jaunes périphériques et la banlieue? Parce que dans le cas américain, ces contradictions précises, la désertification des petites villes, s'est transformée dans une mobilisation raciste très très forte par Trump, qui a très bien marché. Et la population aussi a été détruite par Big Pharma, par les opioïdes dans cette partie du pays aussi. Mais pourquoi ces contradictions en France de racisme n'ont pas... qu'est-ce qui se fait dans le mouvement Gilets jaunes? Je vais répondre à monsieur qui a été le premier à s'exprimer. Alors, premièrement, j'ai bel et bien dit qu'il y avait dans ma présentation une part de cliché que j'ai assumé comme tel. C'était aussi pour lancer le débat. Et donc, effectivement, vous avez raison, il y a dans ce que j'ai dit des exagérations, mais qui étaient volontaires, en quelque sorte, pour accentuer le trait. Par contre, là où j'ai un désaccord fondamental avec vous, et Jean-François y a apporté partiellement réponse, Jean-François a dit ce mouvement a une dynamique. Le mouvement des Gilets jaunes dont on parle entre nous maintenant, me semble-t-il, c'est le mouvement des débuts. Maintenant, il a une autre forme parce qu'entre-temps, le grand débat a eu lieu, il y a eu un début de réponse politique, on est dans une extrémisation du mouvement ou une radicalisation avec son lot de violences propres, en plus des violences policières. Mais attardons-nous, si on veut, au fond, la bonne photographie sociologique pour moi, c'est la photographie du 17 novembre au 25 décembre.
Voilà. Là, on a un mouvement puissant qui déplace des centaines de milliers de gens à travers la France, qui est soutenu par 75% de la population selon les différents sondages. Et les gens, quand on leur demande pourquoi vous soutenez le mouvement, ils disent à chaque fois plus ou moins parce que ce mouvement reprend une de mes propres préoccupations ou une de mes propres revendications. Donc, si vous le voulez bien, on fait l'exercice sur cette période-là du mouvement. Eh bien, moi, je pense que cette période-là du mouvement, elle reflétait une grande partie de la France d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des Français qui prennent leur distance, qui réagissent différemment. Moi, j'ai entendu des gens dire à la fois qu'ils soutenaient d'un côté les Gilets jaunes pour certaines de leurs revendications, qu'ils les désapprouvaient pour d'autres. Mais je pense qu'on était bien à cette période-là, encore une fois, avant, en gros, l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Vous savez, la première, je crois qu'il y en a eu deux de mémoire, 2 grandes interventions télévisées d'Emmanuel Macron. Eh bien, avant, on était vraiment dans une explosion, dans une phase de convulsion sociale qui, à mes yeux, reflétait largement des problèmes qui existent en France et qui sont réels. Par contre, et je terminerai sur une nuance, là où vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'on l'a dit, c'est qu'il y a une territorialité de ce mouvement. Et d'ailleurs, les différentes cartes qui ont été publiées le prouvent. Les métropoles, la population des métropoles, alors que les métropoles sont le théâtre des manifestations, la population de ces métropoles n'est pas dans ce mouvement. C'est pour ça qu'on a parlé de ce mouvement de la France périphérique. Les banlieues en sont restées relativement extérieures, étrangères. Donc on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a, ce n'est pas un mouvement qui a conquis l'ensemble de la France, mais en ce qui me concerne, je pense que dans cette phase-là, qui était la phase des débuts, ce mouvement reflétait bel et bien des problèmes français avec un grand F et auxquels il faut trouver réponse si on veut en sortir politiquement par le haut. Alors, les cahiers de doléances, absolument. Hein, c'est une illustration de l'irréductibilité que comme catégorie, hein, que comme dimension de la vie sociale de l'imaginaire, mais véritablement en insistant sur, comme nous disons dans notre jargon, sur la polysémie de cet imaginaire. Donc, cette figure du cahier de doléances peut être appropriée aussi bien par les détenteurs du pouvoir, par les élus locaux que par les en bas du bas, comme on dirait en Côte d'Ivoire. Et puis, qui dit polysémie dit réversibilité, hein, de ces figures imaginaires du politique qui, encore une fois, peuvent fonctionner comme des boomerangs. Et ce grand débat national qui prend de plus en plus la forme d'ailleurs d'un débat néocastriste avec ces performances marathonesques d'un président qui parle des algues vertes, des moutons, de choses très très techniques qui relèvent plutôt de l'administration préfectorale ou des services techniques des ministères. Hein. Mais cet imaginaire des cahiers de doléances risque d'être cruellement déçu par l'output, par le résultat, par les solutions qui vont en émerger. Et ça, c'est certainement un passage qui va être très délicat à franchir pour le président de la République. Gilets jaunes et banlieue, ce qui est frappant, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes a relégué au second plan ce qui était la thématique centrale et assez là aussi fantasmatique de la vie politique française depuis une trentaine d'années, la question de l'identité. Dans un pays qui souffrait du chômage de masse, qui était soumis au stress de la désindustrialisation, enfin de la réinvention de son modèle social, etc., pendant des décennies, on n'a parlé que de burkini, de hijab, de choses de ce genre. Bon, ce qui était un petit peu schizophrénique par rapport à l'urgence d'un certain nombre de problèmes. Et le mouvement des Gilets jaunes, de manière tout à fait improbable, a remis au centre du débat la question sociale que 30 ans de néolibéralisme avaient évacuée, y compris la question des services publics. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et je crois qu'en effet, il n'y a pas la configuration de la société française est très différente de celle à laquelle vous faisiez allusion au sujet des États-Unis, y compris d'ailleurs
d'ailleurs, avec ce phénomène de désertification des centres-villes en France, mais qui a été annoncé en quelque sorte, si je puis dire, par les États-Unis et des décennies auparavant, la question, ce que l'on nomme aux États-Unis la question raciale, ne s'est pas posée du tout de la même manière. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles les banlieues sont restées jusqu'à présent à l'écart du mouvement des Gilets jaunes, c'est que d'une part, elles avaient déjà donné avec le grand mouvement social de 2005, hein, donc il y avait eu déjà une très très forte contestation sociale, et ensuite, je crains d'avoir à le dire, les banlieues des grandes métropoles, et notamment la banlieue parisienne, est sans doute trop pauvre pour se reconnaître dans un mouvement des Gilets jaunes qui nous parle plutôt de classe, on va dire intermédiaire, je n'aime pas tellement le terme de classe moyenne, dans son rapport à des difficultés économiques extrêmement immédiate, si je puis dire, mais également confronté à la peur d'un déclassement et à ce drame, si vous voulez, que au fond, les parents aujourd'hui savent que l'avenir de leurs enfants sera plus dramatique que ce qu'ils ont connu. Et ça, je crois que ce sentiment est un facteur extrêmement important. Je suis entièrement d'accord sur la nécessité de sociologiser le mouvement des Gilets jaunes, et je crois que Richard le connaît suffisamment bien pour le faire de son côté. De ce point de vue, je voudrais insister sur deux points. Le premier, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler. Le mouvement des Gilets jaunes a été un moment très important de prise de parole de la part des femmes. Dans un système politique où la question de la parité reste quand même assez millénariste et assez énigmatique pour un certain nombre d'hommes politiques. Et les femmes ont massivement investi les ronds-points. C'était un phénomène, je crois, extrêmement important. Deuxième point sur lequel il faut réfléchir, et personnellement, je ne suis pas spécialiste et je suis incapable de trancher, mais il y a tout un débat entre sociologues. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes nous parle de la France dite périphérique, ou est-ce qu'il nous parle de la France périurbaine, c'est-à-dire cette France de ces espèces de non-lieux qui ont émergé à l'interface de la campagne et de la ville et qui ont été largement investis par la mobilisation, les ronds-points, mais également les zones commerciales, les plateformes liées au transport, etc. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le chapitre de Samuel Desprats, La France contrainte des Gilets jaunes, dans ce numéro donc, de la revue AOC, qui est très intéressant. Et puis, pour finir, la question très, très complexe du rapport à l'Europe et du souverainisme, deux notations, mais que je n'ai pas le temps d'approfondir. La première, c'est que le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit dans cette espèce de triangulation nationale libérale dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et dont je ne voudrais pas à nouveau casser les oreilles de mes étudiants, mais il faut sortir de ce raisonnement sous forme de jeu à somme nulle entre mondialisation, État-nation et identitarisme. Je crois que les trois font système et que le mouvement des Gilets jaunes doit s'insérer là-dedans. Et de ce point de vue, les Français sont très ambivalents par rapport à l'Europe, parce qu'ils peuvent évidemment rejeter une Europe néolibérale qui les persécute pour tout ce qui est normes en matière d'hygiène, de fromage, toute une série de contraintes techniques, etc., avec une classe politique française très lâche, puis qui naturellement invoque toujours l'Europe pour faire passer des mesures impopulaires, et qui se victimise en quelque sorte. Donc il y a une exaspération par rapport à cette Europe, mais je ne pense pas que par ailleurs il y ait un sentiment profondément anti-européen dont les Gilets jaunes seraient les vecteurs. Et d'ailleurs, même les souverainistes, enfin par exemple Marine Le Pen, a compris que à se frotter à la question de l'euro, on risquait de se brûler. Donc je crois que ce mouvement est très ambivalent par rapport à la question européenne et ne peut pas se réduire à une révolte contre l'Europe. En tout cas, c'est mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet.
Deux points pour compléter, pour prendre la question sur le pouvoir d'achat. Je reviens vers monsieur. Si ce mouvement n'était pas quand même, par différents aspects, à différents moments, représentatif de ce que pense une majorité de Français, moi je suis certain qu'il y aurait eu une mobilisation massive contre les Gilets jaunes. Or, de mobilisation massive contre les Gilets jaunes, il n'y en a pas eu, nulle part. Donc on peut toujours dire qu'il y a une majorité silencieuse, ce qui est toujours vrai, on le sait, mais de fait, or le gouvernement l'aurait voulu, et croyez-moi, ils ont essayé. Ils ont essayé de remobiliser la Macronie, c'est-à-dire les troupes, notamment les jeunes qui avaient voté Macron, pour défiler contre les Gilets jaunes. Et ça n'a pas marché, parce qu'il y avait de fait, les gens, ce n'est pas nécessairement de l'assentiment, mais il y avait une ressemblance entre la situation vécue par beaucoup de gens, ou par les enfants de beaucoup de gens, avec ce que défendaient ces Gilets jaunes dans la période que j'ai citée tout à l'heure, qui était la première période du mouvement, qu'on peut considérer comme la période originelle, avant qu'il mute à la faveur des affrontements, etc., etc. Deuxième, je me tourne vers le pouvoir d'achat. Vous avez absolument raison. Il y a un problème de pouvoir d'achat en France. C'est à la base de ce mouvement. Le niveau des salaires, quand on est ici à Genève, et pour tous les frontaliers qui travaillent ici, ou les résidents français qui travaillent ici, on le sait tous. Quand un enseignant en France, un enseignant de secondaire, j'ai l'exemple d'une amie, alors là, je parle sous le contrôle de Jean-François parce que c'est sa corporation, un enseignant de secondaire, c'est-à-dire de lycée, gagne 1 800 € net par mois, 1 800 € net par mois, vous avez un vrai problème. Des gens à qui on confie la jeunesse. Des jeunes qui vont fabriquer en quelque sorte les futures générations. Donc oui, il y a un énorme problème de pouvoir d'achat en France. On s'aperçoit quand même quand on gratte, parce que maintenant tout le monde commence à gratter, que l'État, eh bien l'État, il est quand même assez généreux pour les siens, surtout quand ils sont dans des positions élevées. La fameuse caste des hauts fonctionnaires, il y avait un article récemment où on s'aperçoit qu'on est dans les 8 000, 7 500, 8 000 € pour beaucoup de ces postes de hauts fonctionnaires, certes en fin de carrière, mais quand même ça choque les gens. Donc oui, problème de pouvoir d'achat, oui, problème incontestablement de hiérarchie dans les salaires, et sentiment de beaucoup de gens que le travail qu'ils font, et là Jean-François l'a très bien dit, parce que quand même qu'on le veuille ou non, ça se traduit aussi la dignité par un salaire, ça se traduit par un revenu, et bien que le revenu n'étant pas à la hauteur de ce qu'ils font, ça veut dire que le travail qu'ils font n'est pas digne. Richard, malheureusement, notre temps de parole est épuisé. Je propose que chacun d'entre nous, d'une phrase, nous envisagions l'avenir immédiat de ce mouvement et de ce qu'il faut bien nommer cette crise politique, quitte à ce que, dans les minutes qui suivent le débat, les uns et les autres, on puisse, de manière informelle, discuter avec nous. Alors, cela te permettra de réfléchir à ta sortie de crise. Pour moi, personnellement, en une seule phrase, je pense que, comme l'a pressenti Richard, le président Macron n'a pas le logiciel qui lui permette de comprendre ce qui se passe dans son pays. Et peut-être ne prête-t-on pas suffisamment attention à son âge et bien sûr à son milieu social. C'est un homme jeune, il est un homme qui a toujours grandi et toujours réfléchi dans les termes du néolibéralisme qui est aujourd'hui rejeté en quelque sorte par le mouvement des Gilets jaunes, quels que soient les termes qui sont utilisés. Et le logiciel de la Macronie est psychologiquement pré-alternatif. Je pense que Emmanuel Macron ne comprend pas ce que c'est qu'une alternative, c'est-à-dire le choix, au sens français du terme, le choix entre deux possibles, entre deux solutions. Et historiquement, le logiciel est post-alternatif, c'est-à-dire qu'il est postérieur à un monde, celui des années 1970, celui des années 1960, où l'électorat avait à choisir entre, pour aller vite, deux projets de société, par exemple l'union de la gauche et le gaullisme en France. Et Emmanuel Macron, politiquement, a été formé dans un monde qui n'a pas connu ce débat politique, cette possibilité d'une alternative, ce qui me fait penser qu'il n'a pas les moyens intellectuels et politiques de comprendre ce qui se passe sous son règne.
Ma phrase à moi, ce sera de faire deux observations. La première, et alors là, on a peut-être un champ d'exploration, c'est qu'il faut bien constater que la jeunesse était absente de ce mouvement des Gilets jaunes. La jeunesse n'était pas sur les ronds-points. Est-ce que cela veut dire, et là, j'ai pas la réponse, que la jeunesse, au fond, c'est pas son problème, qu'elle ne se reconnaît pas dans ce mouvement? Et dans ce cas, ça veut dire qu'une autre France est en train d'émerger, peut-être une France, je ne sais pas, plus macroniste ou autre, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais cette fracture générationnelle, moi, m'intrigue beaucoup. Et j'aimerais la comprendre, et alors je laisse notre discussion y revenir, mais il est clair que c'est un mouvement, disons, de quinquagénaire et plus. Moi, c'est ce que j'ai vu sur les ronds-points, c'est 50 ans et plus. Et donc, où sont les autres? Et pour, encore une fois, pour revenir dans mon portrait de la France, c'est là où je mettrai la fracture, c'est qu'il y a une nouvelle France que peut-être on ne voit pas, ou en tout cas que les Gilets jaunes ne montrent pas parce qu'ils ne sont pas le reflet de cette France-là. Et la deuxième chose, et j'avais emmené 2 livres, vous avez vu, le même que Jean-François, sans qu'on se soit concerté, mais aussi celui-ci qui s'appelle Les Ingouvernables, qui est un livre sur l'extrême gauche française. N'oublions pas, parce que c'est une réalité politique, qu'il y a en France entre 10 et 15%, je parle sous le contrôle de Jean-François, d'une force politique d'extrême gauche, de tentation révolutionnaire. Il y a un vrai creuset politique en France révolutionnaire qui est là, qui fait partie de la France. C'est l'ADN de la France. Et dans des circonstances comme celle-ci, eh bien, cet ADN se réveille. Et donc, c'est une spécificité que vous ne retrouvez pas dans d'autres pays européens. Elle est française. Elle a contribué, encore une fois, à l'histoire de France. Et je pense qu'en ce moment, on voit cet ADN se réveiller à l'extrême gauche. Et comment cette extrême gauche, que moi j'appelle, pour ne pas tomber dans le thème extrême gauche, que j'appelle un peu les zadistes, c'est-à-dire ces gens qui se mobilisent, d'ailleurs là il y a beaucoup de jeunes, pour défendre les zones à défendre, vous savez, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à coaguler quelque chose, une revendication ou pas? Pour moi, c'est ma deuxième interrogation, donc je termine là-dessus. La jeunesse d'une part, et un peu la mutation de cette extrême gauche française qui, qu'on le veuille ou non, fait partie du paysage politique et est beaucoup plus importante en France qu'elle ne l'est dans les autres pays européens. Merci. Un grand merci à Richard qui a fait l'aller-retour de Paris de la journée. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Merci Jacqueline. Et donc, Richard prend son train à 14h41. Éventuellement, vous pouvez bavarder avec lui 30 secondes. On n'a pas assez parlé de référendum.